Bonjour, professeur Omar Aktouf vous propose un nouveau webinaire éléments d'économie politique et mensonges du néolibéralisme. Omar Aktouf, intellectuel algérien installé au Canada, est professeur titulaire de management à HEC Montréal. Détenteur de plusieurs hauts diplômes dont master en psychologie, master en gestion économique du développement, MBA et PhD en économie management, il enseigne autant au Canada que dans différents pays, à travers 3 continents et en différentes langues. Il cumule une carrière de cadre dirigeant en entreprise durant une quinzaine d'années, puis de professeur, chercheur et consultant international. Il a à son actif près d'une centaine de publications en revues scientifiques en plusieurs langues, plus d'une dizaine de livres dont certains traduits en anglais, espagnol, portugais, plus d'une trentaine de livres en collaboration, dont en allemand, italien, suédois. Il est conférencier, keynote et professeur spécial régulièrement invité à travers le monde. Il a également été récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont Prix de la Recherche Université de Montréal 1987, Prix du meilleur livre d'affaires, Québec 2003, Prix du meilleur article en formation en management de la Canadian Administrative Science Association 2005, Médaille de contribution spéciale à l'avancement des connaissances, Université Unival, Colombie 2012, intronisé, personnalité marquante de l'histoire récente du Canada, par la Bibliothèque nationale et Archives Canada, 2011, classé parmi les 10 meilleurs auteurs en économie-gestion des 20 dernières années du siècle passé, Berlin, Organisation Antoine Clown, 2000, lauréat du discours de Leçon inaugurale, année académique 2015 Bogota, prix du meilleur parcours d'expert GRH de l'association GRH Maghreb France en 1996. Excusez-moi, le micro est coupé. Bon, je pense que ça y est. Dites-moi si vous m'entendez là. S'il vous plaît, que quelqu'un mette en chat que je suis bien entendu et bien vu parce que j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, donc, bonjour les habitués que je vois déjà. C'est Tayyab, c'est Yamin, c'est bon. Alors, je vais laisser le chat de côté pour le moment là et j'espère que ça va fonctionner jusqu'au bout parce que j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur précédent et j'ai eu plus de problèmes en essayant de réparer les choses et de les remettre en bon ordre. Bon, enfin, j'espère que ça ne nous jouera pas de problème pour ce webinaire. Alors, tout d'abord, j'ai vu qu'il y avait 1700 à peu près vues entre l'Altera TV, YouTube et les différents Facebook. Merci infiniment. J'espère que ça continuera et que ça augmentera. Bon, comme vous le saviez, je vous avais annoncé que je faisais une conférence de leçon inaugurale à Mexico. Bon, je devais y voyager physiquement, mais pour des raisons de cafouillage avec un autre colloque en Europe et au Maroc auquel j'étais invité. Puis il y a eu après des cafouillages qui ont fait que ça n'a pas eu lieu. Je vais le faire par visioconférence là aussi. Et bien, j'avais été obligé de plus de 800, 1800, ah ben, sur Alterna TV? Ah bon? Ah, YouTube et Facebook, ok. Merci beaucoup. Tant mieux, pourvu que ça dure et pourvu que ça continue, que ça augmente, Inch'Allah. Bon, donc, alors, j'ai dû refuser le voyage à Mexico à l'époque et pour leur dire que j'étais déjà programmé en Europe et ailleurs. Et ça a cafouillé, donc c'est tombé à l'eau, et ça devient visioconférence maintenant, donc le 5, là, dans quelques jours. Et, et donc voilà, j'ai raté tout. Quand on court plusieurs lapins comme ça, bon, il arrive qu'on en rate un ou les deux. Alors donc, ce que je voulais vous dire,
c'est que je leur ai fait une leçon inaugurale sur le thème de l'économie management aujourd'hui et pourquoi il faut penser totalement, repenser le paradigme de l'économie management à 180 degrés et notamment à partir de l'éclairage de la biophysique, de la biochimie, de la biologie et de la thermodynamique, essentiellement. Bon, c'est sur quoi je travaille depuis 15 ou 20 ans maintenant, 20 ans même, au moins. Et je devais parler 2 heures et demie. Ben, figurez-vous que j'ai parlé 4 heures et quart, et c'est moi qui ai dit demandé d'arrêter parce que je n'avais plus de voix, et les headphones, là, leur énergie était vidée. J'ai dû changer de casque et tout ça, de headphones. Et, et là, il voulait absolument continuer. Donc, il y a eu une période de questions d'1 heure. Et après, j'ai dit stop, là, 5 heures. Ça a duré 5 heures et quart. 5 heures et quart. J'ai commencé à 1 heure de l'après-midi, j'ai terminé vers 5h20. Et ils en ont demandé. Et j'ai pas terminé. Alors, c'est ça. Bon, c'est que j'ai même pas eu le temps de terminer tout ce que j'avais préparé. Parce que j'ai préparé beaucoup de choses pour 2 heures et demie. Je me suis dit, bon, j'ai même fait des essais personnellement pour voir si ça tient en 2 heures et demie. Bon, mais pour moi, bien entendu, ces choses-là que je connais, je peux en parler assez vite, tout ça, et puis j'essaie de parler à une vitesse qui, puis ça me semblait pouvoir tenir en 2 heures et demie, mais pas du tout, pas du tout. Avec toutes les explications, etc., que j'avais à donner, de commentaires, ce qu'ils ont fait, c'était impossible. Et voilà. Et donc alors ils m'ont, non seulement ils étaient ravis, mais alors leurs commentaires, c'était estuvimos todos en las 5 horas, estuvimos todos fascinados. On était tous fascinés pendant les 5 heures et quelques. Et on n'a jamais entendu un tel discours d'une telle rigueur et surtout complètement irréfutable. Moi, ce que ça donne, ben, c'est que je suis invité, non seulement à Mexico, mais ailleurs au Mexique, puisqu'il y avait d'autres gens que de l'Université de Mexico qui étaient là-bas, d'autres universités. Et donc, ça va se faire je pense, dans quelques semaines, je devrais déjà commencer. Alors, et là-bas, le paradigme thermodynamique dont je parle ici depuis le temps et que ici au Canada, aux États-Unis, on me prend pour un terroriste intellectuel. Voilà. À HEC Montréal, je suis un terroriste intellectuel contre le management, contre l'Amérique, contre le modèle américain, etc. Bon, Canada, n'en parlons pas. C'est le caniche des États-Unis. Et en Europe, ça commence. Ça commence à prendre parce qu'ils voient bien que les choses ne vont pas du tout. Mais en Amérique latine, c'est incroyable. Ce discours-là a été pris par les Mexicains et les non-Mexicains qui étaient là, mais avec une avidité, une, une soif de comprendre encore plus, d'aller plus loin, d'aller. Même si l'une de mes conclusions, une question qui m'a été posée, et monsieur Artouf, que pensez-vous de la responsabilité sociale de l'entreprise? Voilà, une question, je me souviens comme ça. J'ai répondu, écoutez, après tout ce que je viens de dire, thermodynamique, tout ça, le vol d'énergie, le transfert d'énergie avec des dommages, tout ce qui s'ensuit, qui explique l'existence du profit, qui n'est que de l'énergie, puisque l'argent, c'est de l'énergie, donc on ne peut pas créer de l'argent, il faut bien que ça vienne de quelque part. Eh bien, j'ai dit, écoutez, responsabilité sociale de l'entreprise, ne vous moquez pas de vous, vous-même, et ne vous moquez pas de moi. Comment pouvez-vous parler de responsabilité sociale d'entreprise à partir du moment
où il existe simplement le profit. À partir de l'existence du profit, il n'y a plus de responsabilité sociale d'entreprise. Parce que le profit, cette énergie-là, c'est du vol, de la nature, de l'atmosphère, le réchauffement climatique, toutes les catastrophes qui nous arrivent partout dans le monde, c'est à cause du profit, qui n'est pas créé, qui n'est pas machin, qui n'est pas rien du tout, c'est de l'énergie volée, j'expliquerai une autre fois, on fera ça pour vous, Inch'Allah, un séjour spécialement avec les, les illustrations, parce que ça demande des illustrations, ça demande des schémas, etc. Et, et donc, voilà, alors, la personne, qui est un professeur, parce que c'était pour les professeurs, hein, c'était une leçon inaugurale pour le corps professoral et le corps des doctorants. Donc, pas étudiant, machin, non. Et donc, c'était un professeur qui m'a posé cette question-là. Et la réponse, ben, il a été obligé de dire oui, absolument. Alors, Monsieur Actouf, il faut absolument nous dire comment changer tout ça, comment enseigner une économie, une gestion qui nous sorte de cette mort annoncée. Comment? Bon. Alors, j'ai dû commencer par enseigner, si vous enseignez par la méthode des cas, comme dans toutes les écoles de gestion et les écoles de business economics, bien commencer par faire des cas, par exemple, avec des entreprises allemandes ou japonaises ou islandaises, je peux vous donner des noms. J'en connais au Brésil, j'en connais au Canada, j'en connais ailleurs, tout ça. Des cas qui enseignent à vos étudiants comment éviter de licencier, au lieu de continuellement enseigner plutôt avec des cas qui montrent comment licencier. Ce qu'on appelle le lean management, faire plus avec moins, etc., etc. Enseigner avec des cas d'entreprises et d'exemples, etc., qui montrent aux étudiants comment éviter de polluer. Voilà. Au lieu de continuellement enseigner, faire du profit, faire du profit, faire du profit, faire du profit. Voilà. Alors, donc, ils m'ont dit qu'ils allaient s'y mettre. Bon. Le Mexique, voilà, et puis d'autres. Bon, je ne sais pas de quel pays, je sais il y en avait d'autres pays d'Amérique latine, mais je ne sais pas lesquels. Bon. Enfin bon, c'est juste pour vous en parler comme ça, et je vous parlerai de tout ça un de ces jours, mais il faudra tenir 5 heures. Hein. Bon, alors, donc, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon cellulaire. Je viens d'entendre un bip là, bon, pour qu'il ne dérange pas. Alors donc, je fais la même chose le 5 décembre pour l'université de Fès du Maroc. Alors, je vais envoyer à Sierra Mahmoula une vidéo qui a été qui est de présentation de ce colloque où je suis le conférencier d'ouverture, donc avec un résumé en 1 heure. Tous les autres présentateurs ont 20 minutes. Je suis le seul à avoir 1 heure. En 1 heure, expliquer donc le paradigme thermodynamique et ce qu'il implique, etc. Et je m'arrangerai pour vous faire parvenir le lien, soit moi-même par le listing, soit par le listing de Sierra où il pourra ajouter le sien, et pour que vous puissiez vous connecter à ce colloque de Fès. Ça sera le 6 décembre à partir de 9h30 d'ici, c'est-à-dire 3h30 du Maroc. Voilà, donc sans doute 3h30 d'Algérie aussi, 15h30 d'Algérie, le 6 décembre. Voilà, bon, mais je vous donnerai des nouvelles avant le 6. Voilà, bon. Alors donc, j'ai un peu parcouru les commentaires, les questions, tout ça. Bon, pour l'instant, il y a juste une chose qui m'a frappé, c'est quelqu'un qui m'écrit encore, ou quelqu'une, je sais pas,
même plus qu'une personne, par mail et par, je pense, commentaire, je ne sais plus dans lequel des. Est-ce que c'est dans Facebook? Est-ce que c'est dans Alternat TV? Je ne sais plus. Qui me dit: «Monsieur, quand on vous demande quelles sont les solutions, vous dites: "Il faut arrêter la croissance", ce que dit le club de Rome depuis, je vous le rappelle, 1972, hein, club de Rome depuis 1972. Arrêter la croissance et arrêter la croissance, ça ne veut pas dire arrêter que l'entreprise fasse des gains. Je vous l'ai déjà dit, l'entreprise, les patrons, le capital se paye 6 fois. 6. Bon, alors 2 fois, ça devrait suffire. Pourquoi 6 fois? Par rapport de force, tout simplement. Il a le pouvoir, le capital, il impose ce qu'il veut. Et les écoles de gestion et les écoles d'économie nous disent c'est de la science. Et je vous ai déjà expliqué comment, avec Léon Valras, les écoles d'économie, les écoles de gestion ne sont rien d'autre que des majordomes au service du capital. Point. Et des capitalistes. C'est tout. Bon. Alors donc, cette personne ou ces personnes, 2 ou 3 même, je pense. Monsieur, on vous demande des solutions, vous dites qu'il faut arrêter la croissance, arrêter les profits, arrêter de contaminer, arrêter de licencier, arrêter hein, faire le plus possible le plein d'emploi, parce que l'économie, c'est l'emploi et rien d'autre. Alors maintenant, il y a des économistes, ça paraît dans les journaux aujourd'hui, sûrement qui vont avoir le prix Nobel, qui disent ce que moi j'enseigne à mes étudiants depuis 30 ou 40 ans. Arrêtez de tout vouloir, de vouloir le maximum. Je disais ça aux Canadiens, aux Américains. Vous faites tout pour tout avoir le maximum, le maximum. Vous n'avez le maximum que parce que vous minimisez ce qu'ont les latino-américains. Parce que ce n'est que du transfert. Vous minimisez ce qu'ont les Africains. Plus tard, les Européens, ça arrive maintenant. Hein, les Européens sont en train de, de couler là. Et la raison est simple, c'est que plus vous accaparez d'argent vers, comme le disait Samir Amin, dans les théories du rattrapage, là, ou plutôt du non-rattrapage, théorie de la dépendance, comment le Sud global, comme on l'appelle aujourd'hui, ne peut pas ne pas être éternellement, dans le schéma global actuel du monde, éternellement dépendant de ce qu'il appelle le centre. Alors le Sud global, il l'appelle la périphérie, et le centre, c'est qui? États-Unis, Canada, Europe. Bon, alors j'ai dit, ce que j'enseignais, et mes étudiants l'acceptaient, et en redemandaient. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, HEC Montréal, la direction a fini par me mettre de côté, comme on dit ici, tabletter, m'enlever mes cours, m'enlever mes assistants, m'enlever mes budgets, m'enlever, etc., 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 jusqu'à me dégoûter, m'écœurer et m'obliger à quitter en 2020, en m'ayant fait taire pendant 3 ans avant, en plus, pour que les étudiants n'écoutent pas ce que j'ai à dire, alors qu'ils ont redemandé. Enfin, passons. Donc, ce que j'ai expliqué, c'était ça. Plus vous prenez pour vous, plus vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assis. Parce que vous affamez l'Amérique latine. Regardez maintenant avec Trump, avec tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des députés, des politiciens ici, Canada, États-Unis, qui parlent de mettre l'armée canadienne et l'armée américaine aux frontières sud et nord des États-Unis.
pour empêcher les misérables migrants qui migrent. Pourquoi? Parce que les États-Unis et le Canada ont trop pris de l'Amérique latine. Les Africains migrent et le Moyen-Orient et tout, parce que les États-Unis et l'Europe ont trop pris de l'Afrique, ont trop pris du Moyen-Orient, trop pris en plus des guerres. Alors voilà les raisons. Plus vous prenez, plus vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assis, parce que si vous tuez le pouvoir d'achat de la majorité de la population de ce monde, qui va acheter vos produits et vos services? Qui va venir dans vos hôtels, dans vos restaurants, avec quel argent? En plus, vous affamez vos pauvres employés. Ici, Canada, États-Unis, le salaire minimum ne permet pas de vivre en se logeant. Si vous avez le salaire minimum, vous devez choisir entre manger et vous loger. Alors, médicaments, n'en parlons pas. Santé, n'en parlons pas. Transport, n'en parlons pas. Alors voilà ce que j'ai enseigné depuis 30, 40 ans. Et ça tombe sous le sang, je veux dire. C'est pas la peine d'être Einstein au carré pour comprendre ça. Pour comprendre comment plus gens de leur... Et j'espère que je n'ai pas arrêté le micro là. Hein. Dites-le moi si jamais c'est le cas. Attendez, excusez-moi. Je reviens aux commentaires là, parce que des fois, quand il y a un tout petit bouton sur les écouteurs ici, si jamais je le touche, il peut arrêter le son. Alors dites-moi, est-ce que ça va, s'il vous plaît? Que quelqu'un m'écrive? Est-ce que vous m'entendez? Oui? 5 sur 5, ok, parfait. Merci beaucoup. Merci, excusez-moi encore. Alors donc, voilà. Et maintenant, il y a des économistes qui écrivent ça. Alors, c'est publié à grandes pages dans les journaux de Canada et des États-Unis. Je pense qu'ils sont deux. Je ne sais plus de quelle université. Je pense que c'est Californie. UCLA, Université of California in Los Angeles. Une bonne université, mais plutôt gauche. Hein. Et donc, comme Berkeley, je pense aussi. Et donc, ils sont de l'une ou l'autre. Et ils disent ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, ils disent, voilà, on a trop pris au tiers-monde, on a trop pris à l'Amérique latine, on a trop pris à l'Afrique, on a trop pris aux ouvriers. Les ouvriers, avec leur SMIC, ils n'arrivent pas avec le salaire minimum, ils peuvent même pas, ils peuvent plus acheter nos bonbons, nos Coca-Cola, nos chocolats, ils ont plus de quoi acheter du pain et de quoi mettre dedans pour manger. Et l'inflation, etc., etc. Un sandwich à Montréal, 15 $. Bon, sandwich normal. Bon, il y a des sandwichs minimalistes avec 6, 8 $, mais ça, c'est minimaliste. Hein. Il y a une tranche de fromage transparente dedans et encore. Bon, une tranche de tomate, peut-être. Alors, le SMIC, il est à 18 $ et demi. Alors, 18 $ et demi de l'heure et le sandwich, 15 $. Où voulez-vous qu'ils aillent, ces gens-là? Où? Bon. Alors maintenant, ils se réveillent. Et c'est des théories. Alors qu'on peut les trouver, j'ai écrit, j'ai publié, c'est dans Stratégie de l'autruche, c'est dans euh, Management en tradition et renouvellement, c'est dans Altogashi, c'est dans plusieurs articles, c'est dans où je n'arrête pas de rabâcher la loi de la baisse tendancielle des taux de profit de Karl Marx, la loi de la paupérisation générale, c'est-à-dire l'appauvrissement général. Alors dites-moi s'il vous plaît, aujourd'hui, quand vous observez ce monde, est-ce que ce monde n'est pas en appauvrissement général? Oui ou non? Eh bien, Marx l'a démontré, l'a déduit, l'a écrit en 1856. Non.
Est-ce que ce monde n'est pas en baisse tendancielle des taux de profit? C'est-à-dire que chaque jour, il faut plus de mécanisation, plus de robotisation, plus de, etc., qui font que, parce que là-dessus, on ne peut pas faire de profit, on peut faire de profit ou de diminution de coûts que sur le travail. C'est tout. Sur les machines, les ordinateurs, etc., la technologie, et tout ça, vous payez tout ça comme tout le monde. Vous ne pouvez pas faire de gratter là-dessus, vous ne pouvez gratter que sur le travail et le salaire. C'est tout. Point. Et les États sur toujours les mêmes, les plus faibles qui payent, hein, regardez ce que fait Macron en France, hein, ce qui était applaudi pendant la pandémie et le confinement, qu'on appelait les petites mains, qui étaient applaudis tous les soirs à 8 heures dans tous les immeubles de Paris et de France, qui étaient les éboueurs, les vidangeurs, les taxieurs, les camionneurs, les livreurs, les boulangers, les épiciers, les gardes malades, les aides-soignants, etc., etc. Et qu'on appelait les héros, les petites mains. Ici, on appelait les anges gardiens. Et parmi eux, il y avait beaucoup de retraités qui revenaient à travailler comme volontaires pendant le confinement. Et à qui s'attaque Macron maintenant pour faire les économies, là, ou Barnier, son Premier ministre, là? À qui? Aux vieux, aux retraités, aux malades, aux jeunes, aux bourses, aux travailleurs, etc., etc. Toujours les mêmes, les plus faibles. Personne ne s'attaque à Bolloré, en France, par exemple, qui vient d'acheter l'école de journalisme de France. Vous m'entendez là? Vous pouvez croire ça? Qu'une école de journalisme peut être une propriété privée d'un monsieur? Qu'est-ce qu'ils vont raconter ces journalistes une fois qu'ils seront journalistes? Qu'est-ce qu'on va leur enseigner dans une école de journalisme qui appartient à monsieur Bolloré quand on sait ce qu'est monsieur Bolloré? Il détient déjà pratiquement tous les médias de France et de Navarre. Et quel discours il tient? Les discours d'extrême, extrême, extrême droite. Alors, déjà, les journalistes d'aujourd'hui et les médias d'aujourd'hui sont pires que la droite. Bolloré qui achète l'école de journalisme, ben, devinez ce que ça va être. Alors voilà où on va. Et ces riches, comme l'a dit un chef amérindien à qui on violé encore une énième fois un traité signé en 1600 ou 1700 et quelques pour aller chercher du pétrole dans sa réserve, il a dit: homme blanc, qu'est-ce que tu veux? Et ça date de 4-5 ans. Homme blanc, que veux-tu? Tu as déjà tout. Tu as déjà tout et plus que tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le peu de forêt qui nous reste, ancestrale, tout ça, signé par décret, je sais pas, traité de 1800, 1600, 1700 quelque chose, qui sont à nous intouchables, parce que vous avez trouvé du pétrole où ils envoyaient l'armée, hein. Vous envoyez l'armée pour venir nous obliger à vous laisser creuser. Pour un Amérindien, creuser la terre, c'est inconcevable. Parce que pour un Amérindien, l'Amérindien a toujours vécu et vit toujours, à ce que je sache en tout cas, de tout ce qui est en surface, tout ce que la terre donne. Il le prend en demandant pardon à la terre, et en s'excusant, et en remerciant la terre, ce qu'elle donne. C'est-à-dire des baies, des fruits sauvages, des ceci, du gibier, du poisson, tout ça, qu'il va chercher là où la nature le donne. Jamais il ne viendra à l'idée d'un Amérindien de se mettre à cogner sur la terre et à creuser pour aller chercher ce qu'il y a en dessous. Parce que pour eux, comme pour beaucoup d'Africains d'ailleurs aussi, la terre, c'est leur mère. Alors vous cognez dessus avec un derrick ou avec des pieux ou je sais pas quoi, là, c'est comme si vous le faisiez à votre mère.
C'est inadmissible pour un Amérindien, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce chef a dit, homme blanc, qu'est-ce que tu veux? Tu as déjà tout. Il nous reste cette petite réserve avec parce qu'il y a du pétrole là-dedans, vous venez nous l'enlever, vous allez enlever les arbres, les oiseaux, les déjà il n'y en a plus, à cause des insecticides et des pesticides, etc. On n'entend plus de chants d'oiseaux nulle part. Fini. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il a rajouté, ce qu'on comprend, c'est que pour l'homme blanc, rien n'a de signification sur cette terre, sinon transformé en dollars et mis dans les banques et les coffres. Il a rajouté, mais quand vous aurez transformé le dernier lac et le dernier arbre en dollars, qu'est-ce que vous allez manger et qu'est-ce que vous allez boire? Vous allez manger et boire vos dollars? Bon, alors c'est un peu l'esprit de ça que j'enseignais à mes étudiants depuis 30-40 ans. Eh bien, aujourd'hui, les économistes se réveillent, ils disent la même chose. Et les journaux, gros titres, il faudrait peut-être penser au fait que la diminution du pouvoir d'achat de façon massive, etc., va provoquer une décroissance tendancielle. Mais Marx a écrit ça il y a 2 siècles et demi. Et moi, je l'ai écrit il y a 40 ans. Bon, alors, je reviens à ceux qui m'écrivent ça. Monsieur Arthur, vous dites qu'il faut arrêter la croissance, arrêter le profit, arrêter les investissements de l'économie néoclassique, etc., de faire pour faire du profit, pour creuser les extractions, les machins, s'attaquer à la nature de toutes parts, arrêter. Mais ils me disent, monsieur Arthur, vos solutions ne sont pas des solutions. Ce que vous dites là est impossible. Alors, s'il vous plaît, trouvez d'autres réponses réalistes. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce que ça veut dire? D'autres réponses réalistes, d'autres solutions réalistes. Ça veut dire, monsieur Actouf, on voit bien que le modèle croissance, profit, néolibéral, etc., c'est la catastrophe. N'importe quel crapaud peut le voir. Donnez-nous des solutions pour qu'on continue à faire comme toujours, comme l'a dit mon ami Alain Denot hier, Alain Denot, hein, pas Delon, Denot, D-E-N-E-A-U-L-T. C'est lui qui a fait la préface de la dernière édition de mon livre La stratégie de l'autruche. Hier, dans une émission pour un dernier livre qu'il vient d'écrire, on est du même bord, tous les deux, complètement. C'était un philosophe, économiste, mais économiste plutôt économie politique, philosophique. Et une très grande érudition, il a étudié en Allemagne, etc. Bon, en tout cas, Alain Denot, retenez ce nom, D-E-N-E-A-U-L-T, et procurez-vous n'importe lequel de ses livres, vous y gagnerez. Bon, alors il dit, nous sommes, nous, les hommes blancs de l'Occident, nous sommes une population qui s'imagine, qui croit pouvoir imposer un niveau de vie qu'elle désire, lequel niveau de vie est non négociable. Comme l'a dit d'ailleurs George Bush Ier, quand il était invité à Rio pour l'un des premiers sommets sur l'environnement, tout ça, il a dit je n'y vais pas parce que le niveau de vie américain est non négociable. Point. Ça veut dire on maintient le niveau de vie américain et on détruit la nature, et on détruit la terre.
pas de problème, mais le niveau de vie américain est non négociable. Alors, c'est ce qu'a dit ce Alain Deneau hier, une radio ici, à Montréal. Il a dit, voilà ce qui se passe. Nous, occidentaux, c'est comme ça qu'on pense, que notre niveau de vie est non négociable. Je veux avoir 3 ordinateurs, je veux avoir 4 télévisions, je veux avoir 2 voitures, je veux avoir une maison de 12 chambres alors qu'on n'est qu'une famille de 5, je veux voyager en avion à U et à Dia et partout, etc. Et je veux. Et c'est à la Terre et à l'univers à s'adapter à ce que je veux, parce que c'est non négociable. Alors c'est ce que me disent ces gens-là. Ils me disent, notre niveau de vie et notre volonté de devenir des Bill Gates, de devenir des Elon Musk, de devenir des milliardaires, c'est non négociable. Alors trouve d'autres solutions que arrêter la croissance. Non, non, ça nous arrange pas. Bon, dernière fois que je parle de ça, parce que j'en ai assez de ça, à chaque fois je le sais, que ce genre de gens me posent des questions, que ce soit en conférence, en vidéoconférence, ou n'importe quoi, quelles sont les solutions? Je sais très bien que ce qu'ils veulent dire par solution, c'est qu'est-ce que tu nous proposes d'autre pour continuer à faire ce que nous considérons comme non négociable. Voilà ce que ça veut dire. Eh bien ça marche pas. C'est fini. Ça marche plus. Bon. Alors, je vous avais promis que je terminerai avec les questions systématiques que je posais aux ouvriers de brasserie. Et comme d'habitude, à la fin, je regarderai un peu les chats s'il y a des questions particulières, tout ça, je les commenterai ou j'y répondrai. Et alors voilà les. Alors regardez un peu, depuis le temps que je vous en parle de ces 2 brasseries. Hein. Bon, celle d'Alger, je ne vous en ai pas tellement parlé parce que finalement, comme je vous l'ai dit, une brasserie, c'est une brasserie. Ce que j'ai vu à Montréal, je l'ai revu à Alger. Même chose. Même mépris, même travail dégueulasse, saleté, ça sent mauvais, la bière, les machins, il y a quelques différences près comme ça, dont je vous parlerai d'ailleurs. Et, mais autrement, pour le reste, c'est la même chose. Et ce que je veux vous dire là sur les réponses aux questions systématiques que je posais, c'est la même chose, que ce soit Alger ou Montréal. Alors, donc regardez un peu tout ce que une, une fraction, c'est-à-dire une quinzaine ou une vingtaine d'ouvriers sur 60 à peu près de ces divisions d'embouteillage de la brasserie de Montréal et peut-être aussi une vingtaine, une trentaine de la brasserie d'Alger, de Louis-Va. Regardez tout ce qu'ils m'ont appris et qu'on n'apprend jamais dans les écoles de gestion. Jamais. On ne sait même pas que ça existe. C'est du délire sur un monde qui n'existe que dans leur tête. Bon, alors, par exemple, des choses qu'il me disait, pardon, c'est pas les questions systématiques là. Je pense que je me suis trompé de papier. Oui, voilà, les questions systématiques. Première question que je leur posais, c'était le travail. Qu'est-ce que tu penses du travail que tu fais? Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, systématiquement. Montréal, Alger, tu appelles ça du travail, toi? Tu travailles, ça? C'est une torture, une prison. Alors, le lieu de travail, ça, c'est un lieu, ça? Tu appelles ça un lieu, toi? Tout est fait pour la bière.
tout est fait pour que la bière soit, il y en a même qui m'ont dit Sa Majesté la bière. Sa Majesté la bière. Ils m'ont dit, il n'y en a que pour la bière. Regardez-nous, pour nous déplacer, il faut qu'on se mette à quatre pattes. Qui a pensé à nous ici? Qui? Où? Ils n'ont pensé qu'à la bière. Qu'elle se fasse le plus possible, le plus vite possible, et qu'elle sorte le plus possible, et qu'elle fasse le plus d'argent possible. Voilà, c'est tout. Nous, là-dedans, on est des appendices de la bière. Voilà, c'est tout. Et si vous lisez le livre dont je vous ai parlé plusieurs fois, de ce Sprouse, S-P-R-O-U-S-E, Sabotage Within the American Workplace, vous trouverez ce que je suis en train de vous dire là à la puissance 10. Parce que ce que j'ai fait moi pour 2 brasseries, lui, il l'a fait pour pratiquement tous les secteurs d'industrie et de services aux États-Unis. Bon, deuxième question que je leur posais, c'était les boss. Qu'est-ce que vous pensez des boss? Les boss, ils se prennent pour des dieux. À Alger, on me disait systématiquement, Tron, Fred, tableau Watt. Alors les cadres, ils appelaient ça tableau Watt, les tableaux. Voilà. Voilà donc, qui les connaît? Vous avez jamais vu. On ne sait pas à quoi ils servent, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là. Nous, on sait quel travail on a à faire, on le fait. Depuis le début de la fermentation jusqu'à la sortie de la bouteille de bière, on ne les a jamais vus, jamais entendus, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais, comme on dit ceux d'Alger, par exemple, on les voit systématiquement, régulièrement, sortir de la brasserie de Rigaya avec leur voiture de fonction et leur chauffeur, et ils partent avec des caisses de bière, donc évidemment qu'ils vont donner en cadeau à droite à gauche, et ils reviennent, parce qu'ils parlent avec les chauffeurs, je suppose, avec leur coffre plein de tout ce que produisaient ce qu'on appelait à l'époque les fermes autogérées. Là, je vous parle des années 80, début des années 80. C'est-à-dire plein de tout ce qui est de saison, quoi. Poivrons, pommes de terre, oranges, des œufs, de la viande, du machin. Voilà, les boss, Alger, voilà. Voilà ce qu'on voit d'eux. C'est d'eux. Alors que le directeur, quand j'étais le voir avant de commencer par politesse, hein, il m'a dit, je les connais tous. Les ouvriers, comme ma famille. Je les connais, leur famille, leur machin, le socialisme, cada, ceci, cela. Je suis près d'eux, ils me parlent, je leur parle, je connais leurs problèmes, et je m'inquiète de leurs problèmes, et des problèmes de leur famille. Moi, je suis un manager, communicateur. Je vous dirai plus tard ce que lui et un autre directeur, cette fois-ci c'est en France, c'était aux consultations dans des entreprises en France, qui m'a dit lui aussi qu'il était un manager communicateur. Alors, je vous dirai ce que ces gens-là entendent par management communicateur. Vous allez voir. Bon, alors voilà pour les boss, la haute direction, hein, et les boss de l'atelier ici, les contremaîtres, les chefs d'équipe, les chefs d'atelier, l'ingénieur en chef, à part les chefs d'équipe, on connaît les contremaîtres et les deux brasseries. Le chef d'équipe, les contremaîtres, les chefs d'équipe, en général, ils sont comme nous. D'ailleurs, ils n'ont même pas voulu, souvent on les a obligés d'être chef d'équipe. Alors je vous ai dit,
comment l'ordre capitaliste a besoin, comme ça, de multiplier les paliers hiérarchiques pour faire passer l'idée que l'ordre capitaliste a besoin de plusieurs niveaux d'intelligence. Et plus on monte, plus c'est intelligent, et plus c'est intelligent, plus ça mérite. Voilà. Voilà pourquoi en Allemagne, vous entrez comme électricien, 25 ans après, vous finissez PDG. En France, vous rentrez comme aide électricien, vous faites exactement le même travail pendant 25 ans, et vous finissez chef électricien catégorie 12. Mais vous faites le même travail, même chose. Et vous avez des petites augmentations à chaque fois qu'on monte de catégorie, tous les 2 ans, 3 ans, comme ça. Voilà. Bon. Alors, donc les chefs d'équipe, au fond, de braves gens, quoi. Ils nous foutent la paix. Mais les contremaîtres, les chiens. Alors le mot kelb, kleb, etc., chien à Alger, c'était 2, 3 fois par phrase. Incroyable. Bon, pas des contremaîtres, ça. C'est des chiens qui aboient et qui mordent. Pour rien. Ils nous servent à rien. Ils nous aident en rien. Et ils sont là juste pour aboyer et mordre et donner des victimes aux grands chefs là-bas qui font des punitions et des conseils de discipline, etc., pour montrer que ils savent ce qu'il faut faire et que si vous ne faites pas ce qu'ils savent qu'il faut faire, eh ben, vous allez être puni. Voilà. Bon. Alors, l'autre question que je posais systématiquement, c'était quel est le meilleur moment, quel est le pire moment que vous avez eu depuis que vous travaillez ici? Alors, le bon moment, jamais. Les deux brasseries. Un bon moment, il dit, oh, oh, regarde autour de toi. Quel bon moment. Quoi? Les seuls qui m'ont dit le bon moment de leur vie, dans la brasserie, c'est à Montréal, puisqu'à Alger, ça n'existait pas, cette histoire de temporaire, machin, etc., etc. Enfin, pas de la même façon. Donc, le meilleur moment, c'était quand je suis passé régulier. Voilà, j'ai attendu 8 ans, 10 ans, 12 ans, et quand je suis passé régulier, ah, ça c'était le bon moment. Parce que le salaire double, il adhère au syndicat, il a des droits, il a l'assurance médicale, il a l'assurance ceci, il a ceci, ce qu'il n'a pas eu pendant 10, 12, 11, 12 ans, de façon complètement illégale. Bon, et vous savez très bien qui fait les lois et pour qui sont les lois. Dans les parlements, qu'est-ce qu'il y a? Des ouvriers, des chômeurs, des temporaires, des syndicalistes, des vieux, des malades, des jeunes étudiants. Qu'est-ce qu'il y a? Des philosophes au Parlement, qu'est-ce qu'il y a? Des gens d'argent. Donc, ils vont faire des lois pour l'argent et pour leur intérêt. Voilà. Alors, même s'ils font des lois qui rendent illégal le fait de garder un temporaire tous les 3 mois, de renouveler son contrat pendant 10, 12, 15 ans, eh bien, puisque c'est eux que ça touche, c'est pas illégal. On n'en parle même pas. Bon, alors les mauvais moments, ils m'ont dit qu'il y a le choix. Le premier mauvais moment, c'est quand je mets le pied ici et que je sens l'odeur de la bière. Ça, c'est le premier. Bon.
Et ensuite, il y en a qui m'ont raconté des mésaventures comme Claude, comme Alain, comme etc., ce qu'ils ont vécu avec les contremaîtres, avec les conseils de discipline, ceci, cela, se faire retarder ses années d'ancienneté avant de passer régulier, se faire envoyer dans des postes pour les punir, pour les... Bon. Alors ça, il y en avait, hein, des mauvais moments, pas ça qui manquait. La promotion. Est-ce que ça vous intéresse d'être nommé chef d'équipe, contremaître? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'était essentiellement Montréal. Alger, c'était mitigé. Ça dépendait des personnes. Mais ils ajoutaient, par exemple, à Alger, je sais très bien que sans piston, remarquez que Montréal aussi, ça parlait de piston, hein, parce que les temporaires qui sont fils d'ingénieurs ou fils du neveu ou du cousin du concierge, du vice-président, ceci, cela, etc., ben, ils passaient avant les autres, bien sûr. Piston, partout, népotisme. Bon, mais en Algérie, plus. Ah, piston, que dit piston ici. Voilà. Regarde l'autre là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, il est assis toute la journée, il fait rien, absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est le neveu du directeur ou d'un directeur du ministère ou voilà. Bon, alors promotion, j'en veux pas, sauf gueule fermée là, c'est le seul, un seul sur 60 qui voulait devenir contremaître. Un seul. Point. Bon, alors, je vous ai dit ce qu'il me disait. Je ne veux pas être promu. Je dis comment? Quand même, vous allez gagner en grade, vous allez gagner plus de salaire, vous allez. Non, 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 non. Je préfère rester comme je suis. Et d'ailleurs, dès que je peux, je quitte parce que je vais acheter une ferme, je vais déjà expliquer ça, je vais acheter une station d'essence, et je fuis tout ça en courant. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Et la nuit, je veux dormir. Pas de soucis de profit, de production, de machin, de rendement. Je veux rien savoir de ça. Alors, les collègues, en général, que ce soit à Alger ou à Montréal, c'était, ben, ils sont dans la même galère que nous. On est tous dans la même galère. On s'entraide, on se soutient mutuellement. Quand quelqu'un a des problèmes, on se cotise pour l'aider. Il y avait une espèce de solidarité. Alors quand, dans les hautes directions, tout ça, qui ont des MBA, des diplômes d'économie, il n'y a que le mot concurrence, compétition, saine compétition. Mais au niveau des ouvriers, c'est amitié, solidarité, entraide, collaboration. Mais ils ajoutaient pour les boss, ils passent leur temps à essayer de nous diviser. Alors ça, je l'ai entendu autant à Alger qu'à Montréal. Ils font tout pour nous diviser. Et les contremaîtres racontent des menteries, des mensonges aux uns et aux autres pour nous dresser les uns contre les autres, mais on fait attention. On sait à quoi s'en tenir. Ils ont beau raconter ce qu'ils veulent, c'est comme quand ils ont essayé de me piéger, par exemple. Que pensez-vous de la manière dont vous êtes géré, la gestion? La gestion, c'est-à-dire ben, comment la hiérarchie,
toute cette série de boss vous aident dans votre travail, vous organisent. Quoi? On les voit jamais. Qu'est-ce que tu racontes, ils nous organisent? On s'organise tout seul. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Pour gérer. On surveille les bouteilles, on surveille la mousse, on surveille ceci. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. On peut tous se remplacer les uns les autres s'il y a un problème, et puis c'est tout. Quelle gestion? Elle est où cette gestion-là? Alors moi, je vous demande, quand vous entendez ça, de la bouche d'ouvriers d'Alger, de Montréal, quel crédit vous allez encore accorder à ceux qui s'enseignent dans les écoles de gestion? Bon, une chose récente ici à Montréal, enfin à Montréal, au Québec, Canada, États-Unis, même chose, sur la corruption. Eh bien, sachez que les ministères, par exemple le ministère du Travail ici, et des travaux publics, etc., enfin les ministères où il y a les plus gros contrats, l'argent, les ponts, les routes, les autoroutes, les aéroports, tout ça, les villes, eh bien, ce sont les employés, les ingénieurs, les architectes, etc., des entreprises privées qui ont leur bureau dans le ministère. Et dans le ministère, on appelle ça maintenant partenariat public-privé, partenariat, comme si on ne savait pas que le privé, tout ce qu'il veut, c'est arracher de l'argent. C'est tout. Quel partenariat? Est-ce que vous avez vu dans les informations il y a un jour ou 2 jours là, en France sur les autoroutes? Les compagnies d'autoroutes privées ont fait 35 milliards de profits. Pourquoi on ne donne pas les autoroutes à une société d'État française et que ce soit l'État français qui fasse 35 milliards de profits? Ça éviterait à M. Barnier de courir après les retraités et les scouts et les fourmis et les canards et les étudiants et les mendiants. 35 milliards d'euros. Et ils sont en train d'augmenter les péages. Tous les 6 mois ou tous les ans, systématiquement, ils augmentent les péages. Et une fois, après 30 ans ou je sais pas quoi de sa convention qui est signée là, entre partenariat public-privé, eh bien, la route ou l'autoroute devient propriété de l'État. C'est-à-dire quand elle est finie, quand il faut la refaire, là, le privé, il se retire avec 35 milliards de profits et il donne le, les poubelles d'autoroute qui restent à l'État, qui débrouille avec. Et à ce moment-là, l'État va faire d'autres partenariats publics-privés. Voilà. Ce qui fait que dans un reportage que j'ai vu dans une émission française, eh bien, tous les ex-politiciens, députés, etc., etc., de France, que ce soit ministre, Premier ministre, vous avez vu l'affaire François Fillon, qui a fait payer à sa femme 900 000 euros de soi-disant emploi d'être député alors qu'elle n'a jamais mis les pieds à son bureau ou presque. Eh bien, ces gens-là, je l'ai vu dans une émission il y a plus jamais reparlé, et c'est assez récent, eh bien, ils gagnent jusqu'à 25 000 euros par semaine. D'où ça vient ça? Ça, c'est les gens qui ont donné des partenariats publics-privés. C'est pour ça qu'en Algérie, on veut du partenariat public-privé. Ah. Tout le monde sait que c'est un échec partout.
Échec lamentable, particulièrement l'Angleterre qui en paye le prix de Thatcher. L'Angleterre n'a pas fini de le payer, hein. Mais on en veut. Vous comprenez pourquoi. Quand après ça, vous avez 25 000 euros par semaine, c'est intelligent. Ça s'enseigne dans les écoles de gestion, de commerce. On fait des MBA avec ça. Bon, alors, la gestion, et je leur ai posé la question quand j'ai remarqué que c'était différent, là, les lieux où je vous ai raconté, les tables avec des nappes, les tables sans nappes, les tables en plastique, les tables en bois, différentes cafétérias, différents menus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh ben, bon, Alger, non. Alger, chacun amenait son casse-croûte. Donc, ce dont ils se plaignaient à Alger, c'est qu'ils devaient réchauffer leur casse-croûte sur les tuyaux de vapeur nécessaires pour la- les étapes de fabrication de la bière. Ils les chauffent là-dessus, et quand ils les chauffent là-dessus, même s'ils mettent du papier d'aluminium, etc., eh bien, une fois qu'ils enlèvent, ça sent le soufre. Et on est obligé de manger des casse-croûtes avec du soufre. Voilà. Et de l'ammoniac et j'en passe. Bon. Donc, il n'y a pas de cantine, là. Il n'y a pas de cafétéria. Pas. Alger, question ne se pose pas. Mais Montréal, alors, il y en a qui étaient, c'est ce que j'appelle les aliénés, quoi, qui m'ont dit, oui, mais écoutez, c'est normal, c'est la hiérarchie, c'est là. Ça, c'est ceux qui m'ont attribué le rôle espion de la maison mère de Toronto qui vient déceler qui peut être augmenté ou promu ou je sais pas. Normal, parce qu'ils ont plus d'instructions, ils ont plus de. Alors je posais la question, ah, ils ont plus d'instructions, oui. Et cette instruction, en quoi elle vous aide dans ce que vous faites? Vous pouvez me dire en quoi ils sont plus instruits que vous? Ah, ben ils ont des diplômes, d'accord. Et ce diplôme, dites-moi en quoi il a servi dans votre travail à faire mieux votre travail. Ah, ben ça, c'est eux qui savent, hein. Oui, mais toi, tu as bien pu remarquer quand même bon, la façon dont tu fais et la façon dont eux t'aident à faire mieux. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Euh, Non, ça c'est peut-être l'organisation des machines, tout ça, là. Alors, évidemment, s'il m'avait attribué ce rôle-là, ou le rôle de déceler qui est graine de syndicat, de revendication, tout ce qu'il cherchait, c'était à me montrer que c'était des bons employés, bien aliénés, tranquilles, ils font leur boulot, et tout. Voilà. Bon, alors, l'autre question que je posais, c'était si tu deviens, bon, si, admettons, tu deviens contremaître ou chef d'atelier, ou qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais, Alors, ceux qui vont attribuer ce rôle dont je viens de vous parler, évidemment, ils inventaient toute une série de choses pour me faire croire qu'ils avaient dans leur tête des plans, des façons de réorganiser les choses, de refaire les choses, qui vont augmenter alors, toujours augmenter la production. Toujours.
Bon, ça, je savais qui c'était, je savais que c'était, bon, on laisse de côté. Mais les autres, mais Omar, je t'ai dit que ça m'intéresse pas. Bon, je te pose la question par hypothèse. Bon, comme ça, si tu deviens chef, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu... Ah, ben moi, enfin, pour ceux qui m'ont répondu, parce que la plupart, ils me disaient, écoute, ça, j'ai rien à te dire parce que j'y pense même pas. Ça m'intéresse pas, et ça m'intéresse pas de penser à qu'est-ce que je penserais si je deviens boss, puisque je ne veux pas le devenir et je ne veux pas le devenir. Bon, alors, on passe à autre chose. Mais ceux qui me répondaient quand même, et qui avaient peut-être envie d'être boss, je ne sais pas, parmi ceux qui m'ont attribué le rôle dont je vous ai parlé, eh bien, ou alors le contraire. Le contraire, c'était moi, on me donne la responsabilité de ça. Mais je commencerai par tout, il y en a un, ou même plus. Ils m'ont dit, je commencerai par tout renverser. Ceux qui savent ce que c'est que la job, ce que c'est la job ici, ils disent la job, hein, le travail, c'est eux là que tu vois, ces ouvriers. Ceux qui sont dans leur bureau, là, dans l'immeuble d'en face, ils savent rien. Alors que je confierai toutes les choses importantes, les rénovations, à ces gens-là. Ils savent ce que c'est, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils le font. Voilà ce que je ferai si je deviendrais, si je deviens. Si. Bon. Et puis aussi, quelques-uns, ah, si ça arrive, là je me dirais, tu sais pas du tout comment ça se passe sur le plancher. Je l'ai déjà dit, sur le plancher, c'est l'atelier, hein, là où se fait la bière. Eh bien, au lieu de passer toute ta journée enfermé dans ton bureau à faire Dieu sait quoi, on ne sait pas ce qu'ils font, eh bien, moi, je viendrai au moins une demi-journée chaque jour ici pour tout comprendre, un peu comme tu fais toi. Toi, par exemple, je voterai pour toi pour devenir boss de tout ça. Parce que toi, tu as compris. Tu as compris beaucoup de choses. Alors voilà ce qu'il me disait. Montréal. Bon. Alger, évidemment, c'était piston. Et ça, mais oui, pas de piston. Devenir chef, moi. Bon, donc, ça passe comme un couteau dans du beurre. Alors, le salaire. Que pensez-vous, que penses-tu de ton salaire? Est-ce que tu es bien payé? Bon, évidemment, les temporaires, quand je posais cette question, pratiquement 2 sur 3, ils avaient les larmes aux yeux. Tellement ça faisait 3, 4, 5, 6 ans, 8 ans qu'ils faisaient exactement la nuit le même travail que font ceux du jour, et ils ont la moitié de tout. Ils gagnent la moitié de tout parce qu'ils sont temporaires. Bon, alors évidemment, les réguliers, hein, bon, j'ai bavé pour arriver à ce salaire. Hein. Et d'ailleurs, l'entreprise, enfin celle de Montréal, s'en servait comme hameçon hein, pour donner un désir, un but, un horizon à ces gens qui travaillent dans les conditions que je vous ai décrites, la nuit, etc., temporaires, à l'abri de rien, etc. Mais miroiter, si tu acceptes, si tu baisses la tête, si tu baisses les chines, si tu te mets à quatre pattes, si tu te tais, si tu... dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu vas passer à l'Eldorado. L'Eldorado t'attend. Mais cet Eldorado,
c'était le salariat de 30% des employés, 70% temporaires, même ceux qui travaillaient l'après-midi, la plupart. Bon, alors, est-ce que ton salaire est juste? Alors là, c'était la complainte du cow-boy. Hein. Regarde comment on travaille là. On est dans une prison. On est attaché à de la saleté, du soufre, de l'ammoniac, de la mousse, de la poisse. On sort d'ici, avant d'entrer à la maison, il faut aller se laver dans des bains publics, parce que même après ça, on sent mauvais, on sent... Comment, comment penser une idée d'un salaire juste pour ça, juste pour ça? Comment penser à un salaire juste? Quand on voit les boss, là, ils arrivent avec leur voiture, leur chauffeur, des voitures que moi, il me faudra 20 ans avant de me payer la moitié de ce qu'elle est. Ça peut faire un salaire, et ça, même pour les réguliers. Hein. Bon, posez la question de la confiance. Est-ce que vous pensez que vos patrons vous font confiance? S'ils nous faisaient confiance, ils ne mettraient pas des chiens à nous surveiller à longueur de journée. Tu appelles ça de la confiance, toi? Pour eux, là, l'ouvrier, l'employé, par définition, c'est que du mal. Aucune confiance. Alors je disais, mais comment vous pouvez être motivé, mobilisé, aimer votre travail et tout ça, bien le faire et tout, si vous pensez comme ça, qu'on ne vous fait aucune confiance. Toi, Omar, ça fait 3, 4 semaines que tu es là, qui est en train de me dire que il y a du bon dans ce que je fais là. Non, là, tu plaisantes. Voilà, pas de confiance, il n'y a pas rien du tout là-dedans. Rien de rien. Et réciproquement. Est-ce que vous leur faites confiance? Nous, faire confiance aux chiens, au chiel des chiens et au patron des chiens? Tu veux rire? Quelle confiance tu peux faire à ces gens-là? Tu l'as vu toi-même. Le deuxième jour, ils ont voulu te... Si tu n'avais pas dit la vérité, tu serais sorti d'ici à l'hôpital. Heureusement que tu as dit la vérité. Alors, tu leur fais confiance, toi? Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Alors, dites-moi, s'il vous plaît, dans les entreprises, et ça, c'est le b.a.-ba de ce que peut être une entreprise du capitalisme, aujourd'hui, s'il n'y a pas un iota de confiance, comment on peut travailler ensemble? Comment il peut y avoir communauté d'intérêts entre ouvriers, travailleurs, patrons, machin. Si on gagne tous. Si on perd tous. On est tous dans le même bateau. Une famille. Enfin, tous ces blablabla que vous entendez et qu'on enseigne dans les écoles de gestion en plus. Oui, où? Bon, l'autre question que je leur posais, comment vous voyez l'avenir, votre avenir?
Mon avenir, le plus beau, c'est sortir demain d'ici. Si je sors demain d'ici et que je trouve un travail qui me paye même moins que le salaire, que ça je parle des réguliers, que le salaire ici, je m'enfuis à vitesse grand V. Quel avenir ici? Quel avenir? Comme l'on dit à Alger, Moustaqbal, l'avenir. Il y en a un qui m'a dit, je suis attaché comme un chien dans les mabrot qu'il kelb, enchaîné comme un chien à ce poste depuis 15 ans. Et de toute la hiérarchie, personne ne sait ce que je fais, personne ne sait si j'aime ce que je fais, personne ne sait si j'en ai marre, si j'en peux plus, si personne. Quel avenir? Alors pour tous, pratiquement, l'avenir, c'est ailleurs. Alors, quand vous voyez Sprouse, etc., et puis les autres entreprises dans lesquelles j'ai fait de la consultation, que ce soit en France, que ce soit euh, ailleurs en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit partout où j'en ai fait, Canada, etc., États-Unis, la même chose, quel que soit le type d'entreprise, au niveau de l'ouvrier. Et ça, vous trouverez ça aussi dans les travaux de tous ceux que je vous ai cités plusieurs fois, Hugh Bainon, Richard Pfeffer, Harry Braverman, John Newman, William Footwright, Herbert Marcuse, etc., etc., etc. Bon, Robert Linhart, bon, il y en a. Eh bien, même chose, dans n'importe quel secteur de l'industrie et des services, depuis les banques jusqu'aux stations d'essence et les mines, tout, même chose. Détestation totale de l'employeur, du lieu de travail, des conditions de travail, du travail, du rapport rétribution-contribution, qu'est-ce que je donne à l'entreprise et qu'est-ce qu'elle me donne, etc., etc., etc. Les injustices, les inégalités, tout ça, partout, 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 partout. Bon, est-ce que vous avez de la formation? Alors ça, je peux poser la question parce que, évidemment, le vice-président qui m'avait dit de mentir, tout ce qui s'ensuit, n'avait pas manqué de me dire que, en tant qu'entreprise modèle, les vice-présidents ressources humaines se faisaient un point d'honneur de veiller à ce que les ouvriers, les employés, etc., cette brasserie soit à la fine pointe des connaissances techniques, organisationnelles, etc., tout ça, d'équipe, à chaque fois, il me sort tout ça, les hiérarchies. Chaque fois que je faisais des consultations, ça ne manquait pas, il me sortait les mots à la mode, les derniers mots à la mode. Alors, quand c'était la culture d'entreprise, c'était culture, 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 culture. Bon. Quand c'était la mode de l'excellence, c'était excellence, 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 excellence. Quand c'était la mode de la gestion par résultat, 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 résultat. Alors, c'est la dernière mode qu'ils ont lu dans les magazines, dans les avions, je sais pas quoi. Ils voulaient ça. Voilà. Alors, au niveau des ouvriers, écoutez, ils m'ont dit que vous avez des formations pratiquement tous les 3 mois, non seulement techniques, pour mieux connaître vos machines, vos machins, vos outils de travail, mais aussi les entreprises, la gestion. Quoi? Non, formation tous les 3. Tu rêves?
Jamais. On n'a jamais vu une formation ou un formateur. Pour les contremaîtres, oui. Les contremaîtres, de temps en temps, on entend qu'ils sont en formation. Ils se remplacent. Pendant que l'un est en formation, il y a un autre qui remplace. Un chien qui remplace un autre chien. Bon, tout. Alors rappelez-vous ce que m'avait raconté ce type de chien des chiens, comment ils avaient une formation tous les 6 mois, qui était intitulée officiellement Management humain. Mais quand ils m'ont montré les fascicules de ce qui s'appelait officiellement management, il y avait effectivement mon management humain. Mais les fascicules, les sous-titres et les chapitres, et tout ça, etc., c'était systématiquement comment augmenter la rentabilité de tel type de poste de travail, comment augmenter la rapidité de ceci, cela, comment augmenter la productivité de... Il n'y avait que ça. Ils appelaient ça management humain. Bon, je vous ai dit ce que ça a fait, provoquer une sorte de double contrainte dans la tête de ce chien des chiens qui a perdu la boussole, quoi. Pour ce qu'il a fait à ce pauvre Claude, souvenez-vous. Bon, alors, l'organisation de l'atelier, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont... Est-ce que tu vois une organisation ici, toi, en dehors de tout ce qui sert à la vitesse de sortie de la bière? Ça, c'est organisé. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu vois d'organisé là-dedans? Quelle organisation? On est tous en train de courir après les bouteilles, après les machines, après les machins, après les vitesses des machines, après C'est quelle organisation de quoi? En général, ils ne comprenaient pas la question apparemment. Ils ne comprenaient pas. Bon, les relations avec les autres ouvriers. Parce que je vous ai dit, il y a plusieurs catégories d'ouvriers avec des uniformes différents. Alger, non. Que chacun s'habillait comme il pouvait. Mais Brasserie de Montréal, par exemple, ceux qui avaient le meilleur uniforme, le plus beau, le plus à la mode, c'était les ouvriers d'expédition, je vous l'ai déjà dit. C'est-à-dire ceux qui amènent la bière aux commerçants, aux épiciers, aux supermarchés, aux cafés, aux bars, aux restaurants. Alors ça, j'ai parlé une fois avec l'un d'eux, il m'a il m'a dit ceci, on leur met dans la tête qu'ils sont les ambassadeurs de l'entreprise. Les ambassadeurs. Alors évidemment, ils sont bien habillés. Je vous ai dit, ils avaient une espèce de blouson en simili-cuir qui paraissait comme du cuir, qui était à la mode à l'époque. Et puis, je sais plus, en hiver, un pull, tout ça, assorti avec des couleurs assorties, pantalon, la même chose, tout ça. Voilà. Alors voilà. Alors quand je posais cette question, qu'est-ce que vous pensez des différentes catégories d'ouvriers, d'abord des cafétérias différentes, et puis des uniformes différents. Qu'est-ce que tu veux? Oh, tu vois bien, les mieux habillés, ce sont ceux qui sont montrés par l'entreprise à l'extérieur. C'est-à-dire, regardez, nous, je ne vais pas dire le nom, telle entreprise de bière, regardez comment sont nos ouvriers. Ils sont habillés à la dernière mode. Voilà. On dit tout ça, c'est.
du chichi, des mensonges pour l'extérieur. Et nous, qui sommes cachés, prisonniers, enfermés, ben, on nous habille comme des chiens. Alors le mot chien revient aussi, hein, comme des chiens, comme des rien du tout. Regarde-toi, regarde-toi déjà, commence par toi. Et la formule diviser pour régner. Alors ça revenait systématiquement. Tout ce qu'ils font là, entre nous, ouvriers, on aurait pu s'entendre. Mais ils font de telle sorte que l'ouvrier d'entretien, par exemple, je vous ai déjà dit, ceux qui ont la tenue bleue, là, qui arrivent avec leur tournevis et leur boîte à outils et tout ça, eh bien, on se parle pratiquement pas parce qu'ils leur mettent dans la tête qu'ils sont supérieurs à nous. Et ils se sentent supérieurs, ils nous traitent avec supériorité. Alors, eux-mêmes sont traités avec supériorité par les ouvriers techniciens spécialisés, lesquels sont traités en supériorité par les chefs d'atelier, lesquels sont traités en supériorité par les ingénieurs, et puis, etc., etc. Alors voilà, on dit, c'est diviser pour régner. Et ils racontent des mensonges. Ils racontent des mensonges à tel groupe d'ouvriers, à tel groupe, ils racontent autre chose, et etc. Et ils nous dressent entre les uns contre les autres, ce qui fait que, tiens, dans cet atelier, même ici, il y a des gens qui ne se parlent pas. Parce qu'on a fini par arriver à les dresser les uns contre les autres. Bon, je vous ai raconté cette histoire de mon étudiante qui est venue nous raconter comment leur professeur de leadership leur enseignait comment, dans un cas véritable, comme tous les cas sont considérés comme étant des cas véritables, comment le patron, président, tout ça, était un hypocrite fini, un menteur fini, qui racontait à l'un le contraire de ce qu'il racontait à l'autre, et le professeur finit par dire c'est un grand spécialiste des habiletés politiques, de leadership, et il crée entre ses collaborateurs une saine compétition. Vous vous souvenez, donc cette étudiante qui vient nous raconter, voilà, un menteur, un hypocrite, un type à détester, il nous est présenté par le prof de leadership comme étant l'idéal du patron. Et quand elles sont les plaintes, vous vous souvenez ce qu'a dit le professeur, ou tu fais ce qu'il faut faire et tu gagnes, ou tu restes naïve et éthique et tu perds. Voilà sa réponse. Bon, alors vous voyez un peu, dernière question que je leur posais, c'était qu'est-ce qu'ils auraient pensé s'ils ne m'avaient jamais vu, si j'étais jamais venu travailler avec eux, vivre ce qu'ils vivent, etc., etc., et que j'avais envoyé un questionnaire avec toutes les questions que je leur pose là, et sur leur travail, et sur... je vous jure, autant à Alger, j'ai dit Bouira, non, c'était Rigaya, Rigaya. Alors là, non, Bouira, bien sûr, Bouira, c'est beaucoup plus loin. Je veux dire Rouiba, peut-être. Mais c'était Rouiba, pardon. C'était Rouiba. Et donc, aussi bien à Alger qu'à Montréal, tous me disaient questionnaire. Bon, tu m'envoies un questionnaire, tu me dis dans quoi tu travailles. Et moi, je te réponds, je travaille en avant. Des fois, je suis content, des fois non. Qu'est-ce que tu vas comprendre?
Maintenant, tu es ici, tu es venu, tu as passé une semaine avant de comprendre ce que ça voulait dire travailler en avant. En travaillant en avant, je vous ai dit, c'est travailler à l'interface entre la finalisation des caisses, les coller, les mettre les étiquettes, mettre les prix, mettre je sais pas quoi, etc., etc., et les envoyer vers les camions. C'est ça qui s'appelait le travail en avant. Alors en arrière, c'est le plus sale. C'est là où vous travaillez sur les bouteilles à vider, sur les machins, la trituration, le- les premières étapes de production de la bière, où il y a beaucoup de saleté, il y a beaucoup de machins, voilà. Alors, je sais pas pourquoi il me vient comme ça une idée. J'ai vu ça hier dans un film américain, mais visiblement de gauche. Et ça traite de pétrole. Ça tombe bien, notre Algérie, hein. Et donc, ça traite d'une personne qui a une certaine expérience dans les chantiers pétroliers. Et comme je sais ce que c'est, ça m'a fait beaucoup de nostalgie de revoir toutes ces machines, tous ces machins, tous ces trucs, le derrick, le moufle, l'accrocheur là-bas à 40 ou 50 mètres de hauteur. Là. Mais bon, tout ça, le bruit, l'huile, cette odeur d'huile et de pétrole brut qui sort, mais qui est différente des huiles qu'on utilise pour les moteurs et la chaleur et tout ça. Ça m'a beaucoup touché, beaucoup rappelé ce que j'ai vu. Bon. Et à un moment donné, il se passe un accident, tout ça, là, et il y a une avocate qui arrive là pour faire l'enquête, et cette espèce de chef de chantier est un type qui a tout vu, qui a tout compris, et qui en a assez des mensonges et des hypocrisies. Bon, mais il n'a pas le choix, il faut qu'il gagne sa vie. Donc, il essaye de ménager la chèvre et le chou tout en essayant de rester lui-même. Bon, alors cette avocate qui arrive de New York ou pas quoi, pimpante, avec son tailleur, dans un chantier du Texas, vous imaginez. Euh, et à un moment donné, elle voit des éoliennes, tout un champ plein Texas. Alors vous avez les dérives et les pompes là, de récupération secondaire, on appelle ça, du pétrole. Et donc au milieu de tout ça, elle voit tout un champ d'éoliennes. Alors elle demande à ce chef de chantier, mais qu'est-ce qu'elles font là, ces éoliennes, au milieu du pétrole? Alors il lui dit, c'est ces éoliennes qui produisent l'électricité nécessaire pour faire fonctionner toute une série de batteries, de machines, de machinerie d'extraction du pétrole, du gaz. Alors elle lui répond naïvement, comme n'importe qui. J'ai moi aussi ces questions naïves. Ah bon? Donc, l'industrie du pétrole, qui est sale par définition, utilise une énergie propre, qui est une énergie sale, et utilise l'énergie propre pour son fonctionnement. Tout est tourné, et le gars lui répond, il n'y a rien de propre dans une éolienne. Rien. Quoi? Mais c'est de l'air. Il dit, c'est de l'air. Et les pales, comment elles tournent, vous croyez? Vous avez idée des quantités de pétrole transformé en huile de fluidification pour fluidifier, lubrifier ces énormes pales que vous voyez tourner?
Vous imaginez la quantité de dérivés de pétrole qu'il y a dans la confection du béton, par exemple c'est un béton spécial, pour les tours et la base qui fait, je crois, d'après ce qu'il a dit, 1500 mètres, il me semble, ou 150 mètres en dessous, plusieurs mètres en dessous, hein, de l'éolienne pour qu'elle tienne malgré le vent, malgré tout ça. Et vous avez idée la quantité de pétrole, de huile, et de dérivés d'huile, de dérivés de pétrole lourd, de goudron, qu'il y a là-dedans, pour les construire, pour les fabriquer, pour les installer et pour les faire fonctionner. Il lui dit, il n'y a absolument rien de propre dans une éolienne, madame. Rien. C'est aussi sale que le reste. Alors, combien parmi vous ont la naïveté de croire que l'éolien, ben, c'est le vent. Voilà. Juste le vent. Voilà à quel point Noam Chomsky et Marx avaient raison. Noam Chomsky est toujours vivant, donc il a raison. La propagande de la superstructure. La superstructure, ça va depuis les téléséries, les films. Est-ce que vous savez que 80% minimum des scénarios des films faits à Hollywood sont des scénarios écrits sur indication express de Washington, sinon écrits à Washington. Oui, et ça va jusqu'à l'université. Tous mes collègues professeurs d'HEC, les pauvres, ils ne savent pas qu'ils enseignent des conneries, des imbécilités, et ils y croient, bien entendu, puisqu'ils ne savent pas autre chose. Ils enseignent, par exemple, l'éolien propre, par exemple, ou l'électrique, batterie. Est-ce que vous savez que pour une voiture électrique européenne, je ne parle pas des Chinois, je ne sais pas, ou ici, au Canada, on a une. D'ailleurs, elles font toutes faillite. Toutes les entreprises de voitures, de véhicules, de camions, etc., électriques, Canada, États-Unis, Europe, etc., font faillite les unes après les autres parce qu'ils ne tiennent pas devant les Chinois. La même chose pour l'éolien, la même chose pour les panneaux solaires. Même chose. Ils se mettent tous à genoux devant la Chine qui les dépasse, faillite, et c'est faillite après faillite. Hein. Bon, donc une voiture électrique, pour la faire, il faut l'équivalent de 3 voitures thermiques en amont pour la fabriquer, et particulièrement pour les batteries, sans compter les morts, parce que les métaux rares qu'il faut aller chercher, beaucoup de métaux rares, lithium, je sais pas quoi, tungstène, etc., qu'il faut pour ces batteries et ces piles, bien, ça vient particulièrement de la région des Grands Lacs, Congo notamment, où sur les 5-6 dernières années, il y a eu 7 millions de morts, essentiellement des enfants. Parce que pour éviter de payer des coûts, et là vous trouverez un livre là-dessus, je ne sais pas, parce qu'il a été interdit, il y a un procès, je vous raconterai un de ces jours, j'ai dû contribuer pour le défendre parce qu'on m'a mis en cause dans l'accusation de Alain Deneau, là, celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit un livre sur la façon dont le Canada est le lieu de d'enregistrement pratiquement total des entreprises minières du monde. Pourquoi? Parce que les lois canadiennes sont les plus permissives du monde
pour les mines. Vous êtes une compagnie minière, vous faites ce que vous voulez. Ici au Canada, par exemple, vous avez une maison en plein milieu de la ville ou peu importe. Et d'ailleurs, c'est arrivé ces jours-ci, il y a eu un scandale. Bon, eh bien, vous vous réveillez un matin, 7 heures du matin, et vous entendez bam, 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 vous ouvrez la fenêtre, et vous voyez un derrick dans votre jardin, en train de creuser votre jardin. Parce que ce qui vous appartient, c'est la surface, c'est pas le sous-sol. Et ce que les minières achètent, c'est le sous-sol. Et donc, si le sous-sol qui leur appartient se trouve sur la surface qui vous appartient, sous la surface qui vous appartient, eh bien, tant pis pour vous. Ils ont acheté la concession. Et si vous résistez, ils vous amènent la police et l'armée comme pour les Amérindiens. Voilà. Alors, Alain Delon a écrit là-dessus. Et ces 7 millions de morts, particulièrement des enfants, c'est parce que, un, ils sont payés 1 dollar par jour. Des enfants de moins de 12 ans. Et pour éviter de payer ce qu'il faut pour faire des galeries de mines dans les règles de l'art, de l'exploitation minière, avec des étais, etc., en bois, renforcer les voûtes et tout ça pour que ça ne s'écroule pas, pour que ça, eh ben, ils creusent des boyaux sans aucun été, aucun, rien du tout, été, E-T-A-I, hein, donc étayage, renforcement, juste de la taille suffisante pour qu'un enfant de moins de 12 ans puisse se glisser, et ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres, 1 kilomètre de profondeur. Et très souvent, ces trous, ces boyaux s'écroulent, et les enfants meurent, puis c'est tout. Mais les compagnies minières font des milliards de profits par mois. Tout va bien. Voilà, alors vous trouverez ça donc si vous le trouvez, peut-être sur Amazon, en cherchant bien, le titre c'est Noir Canada. Noir, hein, adjectif, noir, Canada. Sur les mines, et vous verrez. Bon, alors ça vaut la peine que je vous raconte un jour comment j'étais impliqué là-dedans pour le défendre, etc., combien le système capitaliste est retors, et hypocrite. Donc aujourd'hui, le saudi, c'était hypocrisie et oh, enfin bon, peu importe. Et fausse conscience. Dommage. Je crois pas avoir le temps, là, il est déjà 2h20. Je dois vous quitter au plus tard à 2h30. Je suis désolé, j'ai un rendez-vous médical et donc je suis obligé de vous quitter à 2h30. De toute façon, normalement, on doit terminer à 2h30, sauf quand si Rabah me donne des délais exceptionnels quand c'est possible. Bon, alors donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre pour les 10 minutes à peu près qui nous restent? Euh, Après avoir parlé de capital, travailler pour la capitale violence. Bon, j'espère que vous avez compris maintenant. J'espère. Bon. Mépris. Juste la pyramide. Pyramide, l'organisation pyramidale est une organisation de mépris. Et c'est ce qu'a d'ailleurs opposé, enfin, disons suffisamment, Aristote à Platon. Parce que Aristote, qui, qui est toujours partisan du juste milieu. C'est pour ça qu'Aristote, dans l'islam, c'est le Hakim al-Awwal.
ou le Hakim Akbar, je ne sais plus, par rapport à Platon. Enfin, l'un des deux, et le Hakim, je crois qu'Aristote, c'est non, parce que Platon était le précepteur d'Aristote, je pense que c'est lui, le Hakim al-Awwal, et le Hakim Akbar, c'est Aristote. Parce que Aristote, l'idée de Shura, de Khayratil Umur et Awsatuha, etc., ça nous vient d'Aristote. Et Aristote était pour une cité de juste milieu, de concertation, Shura, de collaboration, etc., de justice, d'harmonie. Par exemple, le plus riche d'Athènes ne devait pas posséder plus de 4 fois ce que possède le plus pauvre. Alors dites-moi s'il vous plaît aujourd'hui, Elon Musk, 300 milliards de dollars de fortune personnelle. C'est combien de fois la fortune du plus pauvre des États-Unis? Ça doit se compter en années-lumière. Même si les années-lumière, c'est des distances, pas grave. Mais c'est la métaphore qui compte. Où on va là? Aristote, Platon aussi d'ailleurs. 4 fois. Le plus riche ne doit pas avoir plus que 4 fois ce qu'a le plus démuni pour une société harmonieuse. Et ce que Aristote reprochait à Platon, c'est d'avoir établi une hiérarchie entre les êtres humains dans sa fameuse République. Dans la République de Platon, Platon a mis, vous savez qu'il était idéaliste, disons, rationalo-idéaliste, idéaliste dans le sens des idées, hein, du monde des idées, de la supériorité des idées. Et donc, euh, il a mis les philosophes, les sages, à la tête de la République, qu'il a conçue comme une sorte de pyramide. En dessous des sages, il y avait les stratégos. Stratégos qui a donné stratégie, etc. C'est-à-dire les personnes capables, après ce que les sages donnent comme orientation, donc les orientations de sagesse, il faut savoir ce que c'était qu'un sage dans la conception de Platon, et de l'époque d'ailleurs. Un sage, c'est quelqu'un, bon, je parle au masculin parce qu'évidemment, tout est masculin, tout a été masculin jusqu'à récemment. Donc, un sage, c'est quelqu'un qui n'a pas d'intérêt personnel. Il a renoncé au bien de ce monde, le sage. Donc, un sage ne peut pas être corrompu. Eh oui, un sage, zéro corruption, zéro intérêt personnel, matériel, rien du tout. Donc, quand il va penser à la cité, le sage, il va penser à l'intérêt des gens de la cité, pas son intérêt personnel. Deuxième catégorie du sage, c'est que le sage n'a pas d'intérêt partisan. Le sage n'a de parti que la sagesse. C'est tout. Bon, alors voilà. Et finalement, le sage, ben, la sagesse, c'est quelqu'un qui a appris à renoncer, à mourir. Et donc, tout ce qui peut
rattacher, corrompre, détourner, et cetera, de la voie du juste milieu, enfin, dans la conception platonicienne, le juste milieu ou voie de la sagesse, pensée par les sages au, au sommet de la pyramide, eh bien, ça peut être pour le bien commun. Et en dessous, donc les stratégos, ce sont les personnes qui peuvent transformer ce que les sages ont pensé en l'adéquation, moyens, ressources, lieux, époques, etc., pour le bien de la société, de la communauté. Plus tard, en cas de guerre, ça peut devenir des stratèges de guerre, mais en cas de guerre seulement. S'il n'y a pas de guerre, fini. Troisième position, les producteurs, les agriculteurs, les artisans, etc., etc. Quatrième position, les producteurs, je pense que c'était les derniers ou les avant-derniers, les commerçants. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les managers et les businessmen, et qui partageaient le même Dieu que les voleurs et les menteurs, qui est Hermès. Voilà où étaient placés les hommes d'affaires. Aujourd'hui, ils sont placés en haut, et les philosophes et les sages en prison. Bon, alors, enfin, prison, façon de parler. Donc, et en dessous, évidemment, même en dehors de la cité idéale, euh, les esclaves, les femmes, les étrangers, bon, ça c'est le temps de Platon. Et Aristote n'admettait pas ça, n'admettait pas cette idée de hiérarchie les uns sur les autres, etc., parce que c'est une organisation qui peut générer le mépris. Alors, ceux qui sont au-dessus méprisent ceux qui sont en dessous, et ceux qui sont en dessous, ben, ils rendent leur mépris à ceux qui les méprisent. Alors, la pyramide dans laquelle vous travaillez, ceux qui travaillent dans les organisations des entreprises, c'est des organisations du mépris. Voilà. Mépris, méprisant, le méprisant qui méprise celui qui le méprise, et ainsi de suite. Alors, vous avez un ensemble de gens qui se méprisent, et on vient vous raconter qu'ils vont travailler ensemble. Culture de la communauté, d'intérêt. Oh, comment? Bon. Alors donc, voilà, pour le mépris, le non-sens, on y reviendra, même la violence. Alors écoutez, excusez-moi, mais je suis obligé de vous quitter là. Et j'ai pas le temps non plus de voir les chats, parce que j'aurai juste le temps d'arriver à mon rendez-vous. Mais écoutez, merci infiniment et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, Inch'Allah. Le temps des sages est révolu et à mon avis, la seule chose qui a marché dans l'histoire, c'est la morale chrétienne chez le blanc. Ouh là là, bon, ça peut se discuter, c'est boussif. C'est une toute autre discussion. Il n'y a pas de vertu chez les élites, aucun système ne peut être parfait. Ben, il y a des élites où on peut pas trouver de la vertu, oui. Oui, il y en a encore. Pas la vertu absolue, totale, etc., mais une certaine vertu, oui, oui, oui. Ça existe encore, oui. Mais évidemment, on n'en parle pas. On les montre pas, c'est tout. Bon, allez, à la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre attention et j'espère qu'on dépassera les 2000, Inch'Allah. Et donc, à la semaine prochaine.